Dans la soirée du 28 novembre, alors que la mer Noire semblait traverser l'une de ses habituelles nuits de trafic dense, un événement soudain est venu déchirer le calme artificiel de cette zone maritime stratégiquement surveillée. Deux énormes pétroliers russes, la Chairos et la Virat, naviguaient à vide en direction du port de Novorossiysk pour y charger du pétrole. Une routine qui, malgré sa discrétion, joue un rôle central dans le financement de la machine économique et militaire du Kremlin. Ces navires faisaient partie de ce réseau opaque que les spécialistes appellent depuis longtemps la flotte fantôme de la Russie. Un ensemble de bâtiments vieillissants, mal assurés et continuellement reconfigurés pour échapper aux sanctions internationales. Tout aurait dû se dérouler comme d'habitude. Traverser les côtes et les eaux turques, se mêler au flot incessant des cargos commerciaux, puis remonter vers le terminal pétrolier russe sans attirer l'attention. Mais aux alentours de 20h30, un grondement colossal a brisé l'obscurité. À bord de la Chairos, une explosion violente a secoué la salle des machines, immobilisant instantanément le pétrolier. L'équipage n'avait pas encore eu le temps de comprendre l'origine du choc qu'un second impact, plus puissant encore, a traversé la structure, projetant des débris internes et déclenchant un incendie incontrôlable dans les compartiments arrière. Quelques minutes plus tard, dans un secteur voisin, la Virat faisait retentir un message radio glaçant, transmis sur les fréquences ouvertes utilisées par les navires du bassin. Une voix haletante, presque étouffée par l'urgence, implorait de l'aide en affirmant que le bâtiment ne répondait plus et qu'il risquait de sombrer dans le chaos. Cette simple transmission a immédiatement mis à mal l'explication standard avancée par Moscou, celle du problème technique. Rien dans l'état des deux navires ne rappelait une panne ou une défaillance mécanique. Tout, au contraire, évoquait une attaque méthodique visant la zone la plus vulnérable de ce type d'embarcation. La propulsion. Les gardes-côtes turcs, présents dans cette zone constamment surveillée entre Kandura et l'entrée du Bosphore, ont rapidement dépêché des unités de secours. Les marins ont été évacués sans pertes humaines, mais les premières observations faites à bord ont levé toute ambiguïté. Les dégâts étaient circonscrits aux parties critiques, comme si quelqu'un avait délibérément cherché à neutraliser les navires plutôt qu'à les détruire. Ce mode opératoire rappelait étrangement plusieurs opérations discrètes attribuées ces derniers mois aux drones navals ukrainiens, des engins rapides, furtifs, capables de parcourir de longues distances en évitant presque totalement les radars. Dans cette nuit froide, au cœur d'un des couloirs maritimes les plus surveillés d'Eurasie, flammes qui ravageaient la Chairos et la Virat semblaient annoncer bien plus qu'un simple incident isolé. Pour la première fois depuis longtemps, la Russie découvrait que ses routes énergétiques pouvaient être frappées loin de ses propres frontières, et que son système de sécurité maritime n'était peut-être plus aussi solide qu'elle le prétendait. Le silence tendu qui a suivi les explosions a laissé place à une évidence que personne n'osait encore formuler ouvertement. Le rapport de force dans la mer Noire venait peut-être de changer de manière irréversible. À peine les premières images des deux pétroliers en flammes avaient-elles commencé à circuler que les analystes se sont tournés vers la question la plus dérangeante: comment des drones navals ukrainiens avaient-ils pu parcourir près de 600 km à travers un espace maritime surveillé par certaines des technologies les plus performantes du monde sans être détectés? La mer Noire n'est pas un lieu où l'on peut se glisser discrètement. Elle constitue un carrefour stratégique entouré de puissances militaires, un domaine saturé de radars, de systèmes d'écoute, de satellites et de patrouilles, où le moindre mouvement inhabituel est généralement repéré en quelques secondes. Pourtant, cette fois, rien n'a été vu, rien n'a été signalé,
rien n'a alerté les réseaux russes ou turcs. Une hypothèse largement discutée suggère que les drones n'ont pas traversé seuls, mais se sont cachés dans l'ombre électronique de gigantesques navires marchands. Chaque jour, des dizaines de cargos empruntent la même route, créant un environnement radar perturbé où un petit engin, conçu pour réduire sa signature, peut disparaître complètement dans le bruit ambiant. En se glissant à proximité immédiate d'un porte-conteneur ou en imitant sa vitesse, un drone peut aisément se fondre dans la masse des échos, devenant pratiquement invisible. Il ne s'agit pas d'une idée théorique. Il s'agit d'une technique connue, utilisée dans diverses formes de guerre asymétriques et parfaitement adaptée à la configuration chaotique de la mer Noire. Mais une autre possibilité, plus délicate, a rapidement émergé dans les discussions entre diplomates et les services de renseignement. La Turquie, consciente du danger permanent que représentent les vieux pétroliers russes qui traversent le Bosphore, aurait-elle choisi de ne pas intervenir? Un accident majeur dans le détroit, capable de provoquer une marée noire catastrophique, ruinerait l'économie turque et mettrait en péril des millions de vies. L'idée qu'Ankara ait pu fermer les yeux, sans toutefois participer directement à l'opération, n'a rien d'improbable. Dans le domaine diplomatique, ce genre d'attitude silencieuse est parfois qualifié d'approbation tacite, une manière de laisser les choses se faire sans les encourager ouvertement. Pourtant, il n'était peut-être même pas nécessaire que la Turquie joue un rôle. Les navires russes transmettaient leur position en permanence grâce au système AIS, parfaitement accessible au public. Toute personne munie d'un téléphone pouvait suivre le trajet de la Chairos et de la Virat en temps réel. L'Ukraine aurait donc pu simplement attendre que les cibles entrent dans la zone qu'elle jugeait la plus avantageuse pour frapper, sans devoir compter sur des informations classifiées ni sur un soutien extérieur. Ce sont souvent les données les plus banales qui, dans un conflit moderne, deviennent les plus précieuses. Le silence total des capteurs russes demeure néanmoins l'élément le plus troublant. Les systèmes de surveillance russes, réputés capables de détecter des cibles rapides ou des menaces aériennes, n'ont pas réagi au passage d'engins beaucoup plus lents, beaucoup plus proches de la surface, et pourtant clairement menaçants. Cette absence de réponse soulève des questions inquiétantes sur la capacité réelle de Moscou à protéger ses routes maritimes et ses infrastructures critiques. Si des drones relativement simples peuvent traverser des centaines de kilomètres sans déclencher la moindre alerte, que se passerait-il en cas d'opération plus ambitieuse menée contre des cibles militaires plus sensibles? Dès lors, un constat s'imposait. La Russie n'avait pas seulement perdu 2 pétroliers, elle avait perdu l'assurance de contrôler son propre environnement stratégique. Ce qui s'était passé devant Kandoura semblait annoncer une transformation silencieuse mais profonde, une évolution où la supériorité technologique n'appartenait plus nécessairement à la puissance la mieux équipée, mais à celle qui savait exploiter ses vulnérabilités. Alors que les autorités russes tentaient encore de comprendre ce qui s'était passé au large de Kandoura, un autre choc, plus large et plus dévastateur, se préparait sur la côte orientale de la mer Noire. À Novorossiysk, principal terminal pétrolier de la Russie dans cette région, une pluie de drones et de missiles a transformé la nuit en une scène d'incendie apocalyptique. Des vidéos filmées depuis les quais et partagées sur les réseaux sociaux montraient des flammes gigantesques s'élevant des réservoirs de stockage, des conduites éventrées, des zones industrielles en ruine et des explosions successives qui illuminaient le ciel comme un bombardement méthodique. Le Kremlin a rapidement affirmé que la majorité des appareils ennemis avaient été neutralisés. Mais les dégâts visibles contredisaient ouvertement ce récit. Les témoignages évoquaient des heures de combustion incontrôlables, un chaos généralisé
et l'incapacité totale des défenses locales à contenir l'attaque. Les systèmes S-400, censés protéger ce nœud vital de l'économie russe, apparaissaient soudain incapables de remplir leur mission. Certains avaient même été touchés directement, laissant comprendre que l'attaque avait été planifiée pour paralyser non seulement les infrastructures pétrolières, mais aussi la protection qui les entourait. Lorsque la société Transneft a finalement annoncé la suspension complète des opérations portuaires, l'ampleur de la crise est devenue manifeste. Novorossiysk traite près de 20% des exportations pétrolières de la Russie, une quantité si colossale que même une interruption de courte durée peut provoquer des secousses dans les marchés mondiaux. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Le prix du pétrole a bondi, les assureurs ont revu leur évaluation des risques et plusieurs armateurs ont refusé de desservir les terminaux russes, jugeant les traversées trop dangereuses. À l'intérieur du pays, les conséquences ont été immédiates. Les pipelines continuent d'acheminer le pétrole, même si les ports cessent d'exporter. Les réservoirs terrestres, remplis jusqu'à leurs limites, ont commencé à saturer. Cette accumulation incontrôlée a forcé certaines raffineries à ralentir, voire à stopper temporairement leur production. Ce ralentissement entraîne un effet domino. Moins de carburant pour le marché intérieur. Tension dans le secteur logistique. Pénurie locale. Et une pression accrue sur une économie russe déjà fragilisée par la guerre et les sanctions internationales. Ce choc n'a pas seulement affecté la Russie. Le Kazakhstan, qui utilise également Novorossiysk pour exporter une grande partie de son pétrole, a vu sa propre chaîne logistique brutalement perturbée. Les autorités kazakhes, longtemps habituées à dépendre de l'infrastructure russe, ont dû envisager la possibilité que leurs partenaires traditionnels ne soient plus capables d'assurer la sécurité ou la fiabilité de leurs exportations. Un doute lourd de conséquences, car il remet en question la centralité de Moscou dans la région. De son côté, l'Ukraine semblait démontrer une nouvelle forme de supériorité stratégique, l'art d'affaiblir un adversaire sans engager directement ses forces principales. Avec une combinaison de drones peu coûteux mais précis, de renseignements accessibles publiquement et de timing calculé, Kiev infligeait à Moscou un type de perte que même une armée plus grande a du mal à encaisser. La perte de crédibilité. Les infrastructures pétrolières ne sont pas seulement des installations industrielles. Elles sont les artères financières d'un État, et lorsqu'elles sont frappées simultanément, l'économie entière commence à vaciller. Dans cette séquence d'événements, il devenait évident que l'attaque n'était pas isolée, mais faisait partie d'une stratégie plus large, visant à rendre la guerre économiquement insoutenable pour la Russie. Les flammes de Novorossiysk n'étaient donc pas seulement le symbole d'un incendie, mais celui d'une transformation profonde de l'équilibre énergétique et militaire de la région. Alors que les derniers foyers d'incendie à Novorossiysk continuaient de brûler sous la surveillance impuissante des autorités russes, une réalité nouvelle s'imposait peu à peu. Le paysage stratégique de la mer Noire venait de changer de manière profonde et peut-être irréversible. La Russie, qui considérait depuis des décennies ses eaux comme un prolongement naturel de sa sphère d'influence, voyait désormais ses certitudes vaciller. Ses routes énergétiques, autrefois perçues comme invulnérables, se révélaient soudain poreuses. Ses systèmes de défense, vantés comme parmi les plus efficaces du monde, semblaient incapables de contrer des attaques menées avec des moyens modestes mais intelligemment employés. Dans ce contexte, la position de la Turquie devenait plus délicate que jamais. Ankara se retrouvait prise entre son rôle de gardienne des détroits, son appartenance à l'OTAN et son besoin de préserver une relation stratégique avec Moscou. Chaque attaque en mer Noire obligeait la Turquie à recalculer ses marges de manœuvre. Une Russie affaiblie pouvait réduire la pression militaire dans la région,
Mais un environnement maritime de plus en plus instable représentait aussi un risque majeur pour la sécurité turque et pour l'économie d'Istanbul, directement exposée à un éventuel incident pétrolier. Le moindre dérapage pourrait provoquer une catastrophe écologique et économique difficile à contenir. En parallèle, les marchés internationaux suivaient la situation avec une inquiétude croissante. Le coût des assurances maritimes explosa dans les jours qui suivirent les attaques, et plusieurs compagnies exigèrent des primes 4 ou 5 fois supérieures à la normale pour traverser la mer Noire. Certaines allèrent même jusqu'à exclure complètement la Russie de leurs itinéraires. Le commerce mondial du pétrole fonctionne sur une fine ligne de confiance. Une seule zone considérée comme trop dangereuse suffit à détourner le trafic vers d'autres régions. Et une fois perdus, ces flux logistiques ne reviennent pas facilement. Les grandes puissances importatrices de pétrole russe, notamment l'Inde et la Chine, commencèrent elles aussi à réévaluer les risques. Bien que Moscou leur offre des prix attractifs, l'incertitude croissante entourant le transport rendait ces avantages moins décisifs. Si un tanker chargé de millions de barils peut être frappé avant d'atteindre son port de destination, le coût économique devient astronomique. Les raffineurs préfèrent parfois payer davantage pour un approvisionnement sûr, plutôt que de risquer une perte totale. Une dynamique qui, à long terme, pourrait éroder la position de la Russie sur le marché international du pétrole, et ce, de manière durable. Pendant ce temps, l'Ukraine révélait une forme de stratégie qui dépassait la simple logique militaire. Il ne s'agissait plus seulement de défendre son territoire ou de viser des objectifs symboliques, mais de transformer la mer Noire en un théâtre où chaque action tactique pouvait avoir des répercussions économiques majeures. Les drones utilisés coûtaient parfois moins que les systèmes destinés à les intercepter. Et pourtant, leurs effets sur l'économie russe étaient 1000 fois supérieurs à leur prix. Une équation asymétrique qui illustre parfaitement l'évolution contemporaine des conflits. Celui qui exploite l'intelligence, la vitesse et la précision peut affaiblir un adversaire plus puissant sans jamais engager un affrontement direct. Au terme de cette succession d'attaques, les diplomates, les économistes et les responsables militaires convergèrent vers un même constat. La Russie venait de perdre quelque chose de plus précieux que 2 pétroliers ou un terminal pétrolier. Elle avait perdu la certitude d'être en sécurité dans son propre environnement stratégique. Ce doute, une fois installé, ne disparaît jamais complètement. Il se transforme en vulnérabilité structurelle, en question permanente, en faiblesse cachée qui peut être exploitée à tout moment. Et derrière ce constat, une interrogation lourde persistait. Combien de temps la Russie pourra-t-elle absorber des coups aussi précis et répétitifs avant que l'ensemble de son appareil économique ne commence à s'effondrer? La réponse, pour l'instant, se perd quelque part entre les vagues sombres de la mer Noire et les silences pesants d'un Kremlin qui comprend, peut-être trop tard, que le monde qui l'entoure n'est plus le même.